Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Impact. Je suis ravie de vous retrouver pour votre magazine consacré à la transition sociale et environnementale des entreprises. Au sommaire de cette émission, l'invité de notre grand entretien aujourd'hui est Laurent Bataille, président de Schneider Electric France, élu, vous ne le savez peut-être pas, entreprise la plus durable au monde en 2021 par le magazine Knights. Son cœur de métier l'a d'ailleurs peut-être aidé, la gestion de l'énergie. La stratégie s'avère payante donc, mais Schneider Electric s'impose de nouveaux objectifs encore plus ambitieux. Nous y reviendrons dans quelques instants. Et enfin, alors que 10 millions de tonnes de nourriture sont jetées chaque année dans le monde selon le ministère de la Transition écologique, nous recevons la cofondatrice d'une start-up qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Pimp achète directement aux producteurs les produits qui n'entrent pas dans les canons de beauté de la grande distribution et les revend sous forme de paniers anti-gaspi. Ce sera en deuxième partie d'émission. D'abord, c'est l'heure du grand entretien dans Smart Impact. Entretien, nous faisons le point aujourd'hui avec vous, Laurent Bataille, sur les engagements environnementaux et sociaux de Schneider Electric. Bonjour et bienvenue Laurent Bataille. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je le disais en préambule de l'émission, la feuille de route de Schneider Electric était plutôt claire. Zéro net émission sur l'ensemble de vos activités d'ici à 2030. Vous vous imposez désormais de nouveaux objectifs. On va en parler. En 2021, je le disais aussi, vous êtes élu par le magazine Corporate Knights à l'occasion du forum de Davos, je crois, entreprise plus durable au monde. Comment on en arrive là? Alors, c'est beaucoup de travail, puisque nous, en fait, le travail qu'on fait sur la sustainability, ou le développement durable, on l'a démarré il y a plus de 15 ans, vers 2005. C'était le premier plan stratégique qui incorporait complètement des objectifs au niveau de l'entreprise. Et donc, ça fait 15 ans de pratique. Ce qu'on trouve intéressant, c'est depuis 2009, on a mesuré nos économies d'énergie sur l'ensemble de nos propres opérations. Entre 2009 et 2022, on est à peu près à 40% d'économies d'énergie. Et puis maintenant, on se vote des plans tous les 3 ans pour en économiser 10 à 15% de plus à chaque fois. On va revenir justement sur les outils justement que vous utilisez pour calculer ces réductions d'émissions. Est-ce qu'on peut revenir, Laurent Bataille, pour ceux qui nous regardent, sur ce que vous proposez en termes de solutions numériques destinées donc à optimiser l'efficacité énergétique des bâtiments publics, entre autres. Expliquez-nous un peu en quoi consiste votre activité. Oui, parce qu'effectivement, c'est notre métier. Alors, qu'est-ce que c'est que Schneider Electric? On est le leader mondial de la gestion de l'énergie et également des automatismes industriels. Donc à peu près 140 000 employés dans le monde, une forte présence, des origines en France, où on est très établi. Et effectivement, ce qu'on propose à nos clients, c'est un certain nombre de solutions, de technologies qui leur permettent de rendre plus efficaces ou de décarboner leurs opérations. En faisant quoi? Concrètement, des systèmes de pilotage. Donc là, c'est toute l'intelligence qui permet de mieux gérer nos infrastructures, en particulier nos infrastructures énergétiques. Vous songez par exemple à un bâtiment, on appelle ça une GTB, gestion technique du bâtiment. C'est ce qui va couper le chauffage quand il n'y a plus personne, gérer la ventilation en fonction de l'utilisation des salles de réunion. Donc ça a un vrai impact sur l'efficacité énergétique. Deuxième grand pilier pour nous, c'est le support à l'électrification. Oui. Dans le mouvement de l'économie française vers le net zéro à l'horizon 2050, il y a une très grosse phase d'électrification. Donc nous, on est le leader mondial sur ce qu'on appelle la moyenne tension, la basse tension, l'ensemble des équipements qui permettent de protéger et de distribuer l'énergie. Donc ça, c'est également très important. Et puis, dernière chose, on aide beaucoup nos clients sur la digitalisation. Oui. Donc là, c'est vraiment, on peut réfléchir par exemple aux usines. C'est le déploiement de software qui permettent de mieux gérer les actifs et les process industriels de façon à éviter en fait... Dans une logique d'optimisation, encore une fois. On évite du gâchis, on évite des rebuts en fin de ligne et ça permet vraiment d'utiliser tout simplement moins de ressources, moins d'eau, moins d'énergie, etc. Moi, une question que je me suis posée aussi en préparant cette émission, est-ce qu'avoir de l'impact, ça passe forcément par le fait de travailler avec des grands comptes? Je sais qu'aujourd'hui, vous avez des clients comme ST Microelectronics, par exemple. Ça passe aussi par là. On aura de l'impact parce qu'on travaille avec des clients de taille importante. Alors, on doit travailler avec les clients de toute taille. On va dire, évidemment, il y a un certain nombre de grands comptes. Souvent, ils ont des attentes sophistiquées. Donc, c'est là que ça nous permet, nous, de mettre en test nos technologies à grande échelle. Je vous donne un exemple. Les grands du data center, donc de l'Internet,
sont certains de nos clients les plus exigeants parce qu'ils veulent rendre leur data center le plus efficace possible. Et donc, quand on travaille avec eux, bien sûr, ils nous font pousser les limites, par exemple, de nos centrales de mesure, de nos plateformes cloud dans la gestion de leurs actifs. Mais par ailleurs, si on veut avoir un impact à l'échelle, il faut travailler avec des entreprises de toute taille. Et je dirais même qu'aujourd'hui, moi, une de mes constatations sur le marché français, c'est qu'il y a beaucoup d'ETI, de grosses entreprises moyennes, industrielles, qui en fait prennent des décisions assez vite. Parce qu'en fait, si vous voulez, elles voient bien le sens de l'histoire, le besoin de décarboner, et elles ont une vraie agilité. Oui, c'est ça, elles ont plus d'agilité que des grandes entreprises. Elles peuvent en avoir. Je sais qu'en plus, vous ouvrez depuis cette année vos offres aux acteurs du petit tertiaire. Tout à fait. Voilà, expliquez-nous pourquoi ce virage-là, à ce moment-là. Parce que, pour deux raisons. D'abord, c'est un marché qui est complètement sous-équipé. Oui. Quand on regarde le gros tertiaire, c'est-à-dire les bâtiments de plus de 20 000 m², ils sont plutôt bien équipés en termes de gestion intelligente du bâtiment. Le défi qu'on a dans ces gros bâtiments, c'est plutôt de mieux utiliser les outils et les infrastructures qu'on a déjà. Donc, c'est des aspects de maintenance, de compétences des gestionnaires. Là où les petits bâtiments, on va dire entre 1000 m² et 10 000, c'est déjà des bâtiments de taille moyenne, sont équipés de l'ordre de 1% avec des systèmes de gestion intelligente du bâtiment et donc de l'énergie. Donc là, il y a une vraie opportunité. Deuxième grand sujet, c'est qu'en fait, la régulation rend obligatoire cet équipement, évidemment dans la trajectoire zéro carbone de l'économie française, mais du coup, il y a à la fois une opportunité et une contrainte. Donc le contexte actuel se prête finalement à ces orientations et est favorable à ces orientations. Beaucoup de clients qui étaient peu sensibles maintenant se rendent compte que ça fait partie des obligations. Et puis il y en a qui sont évidemment aussi passionnés par la décarbonation. Comme beaucoup d'entreprises majeures, vous êtes fixé donc des objectifs de réduction d'émissions de carbone d'ici à 2030. On va parler de vos nouveaux objectifs. Vous, quels moyens vous avez mis en œuvre pour y parvenir, ne serait-ce que des moyens financiers? Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner sur un pourcentage d'investissement en R&D sur ces sujets-là? Voilà. Qu'est-ce que Schneider Electric a mis en œuvre comme moyen depuis, vous le disiez, une dizaine, une quinzaine d'années pour arriver déjà, on n'est pas encore en 2030, en tout cas, arriver à avoir eu un impact clair, net, et peut-être encore plus d'ici à 2030. Alors c'est une excellente question, parce qu'effectivement, vous mentionnez à la fois la R&D. Nous, comme c'est notre métier, il faut qu'on puisse continuer d'apporter de meilleures solutions à nos clients encore plus efficaces pour les accompagner. Donc là-dessus, on a annoncé il y a peu de temps qu'on passait notre taux de R&D de 5% des ventes à, dans les années à venir, de l'ordre de 7% des ventes. Donc on voit qu'on augmente l'intensité de R&D chez Schneider. Pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus de digital partout. C'est ça quand même un très très gros outil d'automatisation et également d'optimisation. Et donc on investit assez massivement dans le digital. Deuxième grand sujet, c'est nos investissements propres. Par exemple, dans nos usines, c'est les fameux scope 1 et scope 2, c'est-à-dire c'est nos opérations en propre. On verra peut-être comment on accompagne aussi nos fournisseurs, mais c'est nos opérations en propre sur lesquelles on fait des vrais investissements justement pour décarboner. Donc, j'ai visité un certain nombre de sites cette année pour inaugurer des nouveaux moyens de production, des nouveaux moyens de chauffage qui nous permettent d'aller dans cette direction. On pourra en parler. On va en parler aussi de vos fournisseurs. Ça va être une question aussi importante. Vous parliez tout à l'heure de ces outils. Moi aussi, c'est cette question, je me la suis posée. Quels outils vous permettent aujourd'hui justement de mesurer vos progrès, des progrès assez conséquents, vous le disiez? Alors, on a mis en place tout un tas de ce qu'on appelle KPI, donc de mesures sur lesquelles on a pris des engagements. De la même façon qu'on a des engagements financiers, on a pris des engagements, ce qu'on appelle SSI chez nous, qui sont effectivement une série d'indicateurs de progrès sur tout un tas d'aspects environnementaux, mais également sociétaux. Par exemple, on mesure les conditions de travail chez un certain nombre de fournisseurs. On a pris un certain nombre d'engagements sur les générations, à la fois l'emploi des seniors, mais également les apprentis, donc sur l'apprentissage. Donc il y a aussi cette mesure des impacts sociaux. Tout à fait. Donc c'est très large. Maintenant, là, ce que vous demandiez avant sur l'environnement, là, c'est vraiment notre plan de décarbonation et sur lequel on a une mesure très fine parce que on est à la fois vendeur de solutions, mais on se les applique à nous-mêmes. On a plus de 200 sites industriels dans le monde, ce qui est quand même une très bonne opportunité de déployer à grande échelle ces outils et d'en mesurer l'impact
ce qui ensuite nous permet d'illustrer les cas d'application à nos clients. Vous parliez tout à l'heure de vos fournisseurs. Oui. On peut dire que ça reste un axe quand même d'amélioration pour vous, Oui. parce que la part la plus importante, je crois, de votre bilan carbone relève justement des émissions de vos fournisseurs. Tout à fait. Vous, comment vous comptez vous y prendre justement pour les amener à zéro? C'est ça l'objectif d'ici 2050? Alors, ça va être progressif. Ouais. On a déjà un premier seuil qui est majeur, qui est à l'horizon 2025. C'est qu'on a pris l'engagement sur nos 1000 premiers fournisseurs, donc ceux qui ont le plus d'impact, parce que c'est les plus gros, de diviser par 2 leurs émissions carbone. Et l'idée, c'est pas seulement de leur dire il faut le faire, c'est de les accompagner dans cette transition. Mais donc ça a vraiment été un pari de notre côté, parce que c'est une période très courte pour y arriver. Mais ça a permis à tout le monde de réagir en se disant je suis pas sur la bonne trajectoire, comment je fais? Et c'est là qu'on les aide ensuite avec des outils qu'on s'est appliqués à nous-mêmes. Par exemple, c'est ça, donnez-nous un exemple. On va les aider à déployer dans leurs usines des outils de pilotage. Pilotage du chauffage, de la climatisation, de la ventilation. Ils vont pouvoir économiser typiquement entre 15 et 20% de leurs dépenses énergétiques sur ce sujet. On les aide à électrifier leurs process clés. C'est ce qu'on fait également dans nos usines. Il y a un certain nombre de nos sites où cette année, on a remplacé des process à gaz, que ce soit des brûleurs sur des process de fabrication ou des chaudières à gaz, par l'équivalent électrique, y compris des pompes à chaleur, de façon à passer sur une électricité décarbonée. Il y a un certain nombre de nos fournisseurs qui opèrent dans des géographies où l'électricité, le mix électrique n'est pas assez décarboné, et on les accompagne pour monter ce qu'on appelle des Power Purchase Agreements, donc des contrats d'achat d'énergie verte, ce qui permet de financer le développement d'infrastructures renouvelables, ou en tout cas décarbonées, de production d'électricité. Voilà, donc on met à leur disposition une palette de moyens en démarrant par un support à la stratégie de décarbonation. Parce que c'est la première question. Alors, première question, c'est par quoi je démarre, comment je fais. Il faut créer une forme de roadmap ou de plan d'action. Et donc vous disiez à horizon 2025, donc ça on peut dire que ça fait partie de vos nouveaux objectifs c'est dans nos objectifs. Dont je parlais. Oui. Voilà, c'est ça. Et c'est un objectif sur lequel on doit travailler dur, parce que le début, la mise en route, a été plus longue que ce qu'on imaginait. Donc maintenant, il faut vraiment que le déploiement s'accélère. Pourquoi 2025 ? C'est quoi ? C'est un peu un entre-deux Non, généralement, on fait des plans sur 4 ans. Oui. Dans le passé, on en faisait sur 3. Là, pour donner un peu plus de perspective, on peut le faire sur 4. Voilà, donc on se donne des temps qui sont à la fois ni trop courts parce qu'il faut mettre en œuvre, ni trop longs parce qu'il faut vraiment, pour l'ensemble des parties prenantes, se mettre en chemin. Bon, je rebondis sur ce que vous disiez sur l'électricité. La part de l'électricité dans la consommation finale d'énergie va doubler dans les 20 ans qui viennent. On va devoir investir autant dans l'électricité dans les 20 ans qui viennent que dans tout ce qu'on a investi depuis 150 ans. C'est pas moi qui le dis, c'est peut-être pour ça que vous connaissez cette phrase. C'est le président Schneider Electric, Jean-Pascal Tricoire. Voilà. Comment vous accompagnez-vous cette électrification ? Vous en avez un peu parlé, des usages sans pénaliser justement la transition écologique, parce que je pense que c'est ça, c'est tout l'enjeu et toute la difficulté. Tout à fait. Et en fait, un des challenges, c'est que ça se produit partout dans le monde. Oui, tout à fait. Parce que ce qu'on voit en France, et on le voit d'ailleurs dans le rapport RTE sur les scénarios énergétiques à l'horizon 2050, c'est effectivement peu ou prou un doublement, voire même un peu plus. Oui. Mais on le voit dans les autres géographies. Donc nous, notre implication sur le sujet, elle est beaucoup, parce que 90% de l'activité de Schneider, au niveau de la demande. C'est-à-dire que nous, on n'est pas producteur d'énergie. Oui. On facilite ou on rend possible la demande d'électricité au plus proche des usages. Ça veut dire quoi ? Par exemple, on est concepteur et fabricant de bornes pour véhicules électriques. D'ailleurs, on a commencé notre transition, nous, en France, auprès de notre propre flotte, pour nos collaborateurs. Mais on vend ces solutions clés en main, y compris les softwares de gestion des bornes, de façon à pouvoir piloter la charge et créer de la flexibilité de la demande. Donc ça, c'est un exemple sur l'électrification du transport. On participe à l'électrification de l'industrie. Partout où vous aviez des processus de combustion, typiquement au gaz, il va y avoir progressivement des fours électriques. Et pour ça, vous avez besoin d'une infrastructure électrique plus puissante, plus de capacité, y compris dans les lignes qui vous mènent jusqu'au réseau. Et nous, on accompagne les clients sur la conception de leur process et la conception de l'infrastructure électrique d'accompagnement, de façon à ce que leurs usines puissent complètement basculer en tout électrique. On aide également les clients
et j'en parlais avant, mais à monter des contrats de sourcing d'énergie verte de façon à ce qu'ils puissent trouver et, on va dire, contractualiser des électrons verts sur les 10 prochaines années, etc. Donc il y a toute la palette de ces solutions. Laurent Bataille, il y a un sujet sur le prix de l'électricité, quand même. Alors ça dépend des géographies, évidemment, parce que il n'y a pas longtemps, j'étais avec des collègues du Canada qui ont beaucoup d'hydro très compétitifs. C'est pareil dans le nord de l'Europe avec la Scandinavie. Évidemment, la compétitivité des prix de l'électricité est un point important pour la compétitivité de l'industrie. Alors ça dépend si vous êtes une entreprise d'assemblage, donc pas très électro-intensive, ou si justement vous en utilisez beaucoup. Moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est qu'il y a une vraie créativité sur les différentes solutions utilisées, beaucoup d'investissements dans les renouvelables, vous le constatez, un renouveau des nucléaires avec... un vrai travail sur la prévisibilité. Le mix énergétique dont on parle va évoluer ces prochaines années. Il va évoluer. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'effectivement, avec un bon mix, et on aura la chance en France d'avoir un mix avec beaucoup de nucléaire et des renouvelables, mais qui devrait être compétitif. Et puis il y a un autre point, parce que là, on parle de compétitivité coût, mais pour moi, il y a également une compétitivité produit. C'est-à-dire que la réalité, c'est qu'on voit de plus en plus sur le marché une préférence, voire une prime pour les produits décarbonés et qui ont donc été fabriqués, construits grâce à cette électricité. Et ça vous conforte. Et ça nous conforte parce qu'on voit les clients qui ont commencé à prendre ce virage, aujourd'hui, ils ne sont pas en train de faire machine arrière et de se dire « Oh là là, ça change complètement mes perspectives ». Pour beaucoup, ils se disent « Il faut que j'accélère encore ». Et ça, objectivement, c'est très positif. On parle très rapidement de votre partenariat avec ArcelorMittal. Vous pouvez nous en parler On peut. Alors, je vous dirais de façon générale, nous, on accompagne l'ensemble de l'industrie française sur la décarbonation. On va dire généralement, c'est sur le digital et sur l'électrification. On travaille avec des gens comme Verallia quand ils électrifient leurs fours. Avec Arcelor, vous avez vu de très gros projets aujourd'hui d'électrification de leur process. C'est quelque chose de très excitant parce que historiquement, vous aviez une combinaison du process de réduction du fer et de fusion du fer au même endroit, dans les hauts fourneaux. Et ça va probablement devenir un process qui est électrifié de deux façons, si on veut. C'est que vous allez avoir besoin d'hydrogène pour la réduction du fer, et probablement d'hydrogène vert. Et puis de l'autre côté, ça va être des fours électriques qui vont être utilisés. Voilà, donc Arcelor, comme un certain nombre d'autres sidérurgistes, mais ils sont plutôt en avance de phase, a décidé d'investir dans l'électrification de ces fours. Et donc, ça demande de travailler avec des spécialistes du métier de l'électrification de façon à définir la taille des infrastructures, les bonnes approches, les bonnes architectures techniques pour faire ça de façon très efficace. L'idée, c'était de prendre un exemple concret pour qu'on comprenne bien. On en parle un peu moins, mais vous portez, vous le disiez tout à l'heure, des problématiques sociales aussi au sein du groupe. Sur l'inclusion d'abord, on va parler très rapidement des seniors aussi, puisque c'est assez intéressant comme question. Après, en plus, tous ces débats sur la réforme des retraites. Mais sur l'inclusion, quelle est votre politique actuelle ? Quels sont vos sujets ? Est-ce que c'est la parité homme-femme ? Quelles sont vos ambitions là-dessus ? Alors évidemment, nous, on travaille beaucoup sur la diversité. On a pris un certain nombre d'engagements sur des ratios, en fait, tout simplement. Donc 30, 40 et 50%. 50%, c'est notre objectif en termes de recrutement. 40%, c'est ce qu'on appelle les frontline managers. Donc c'est les managers opérationnels. On aimerait avoir 40% de femmes dans notre population. Et puis 30% sur les comités de direction et les exécutives. C'est le ratio le plus bas, mais en fait, c'est celui où on fait le plus de progrès parce qu'on parle d'un nombre de collaborateurs qui est plus réduit. Donc c'est plus facile de vraiment franchir le pas là. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que une des difficultés sur la parité au niveau des recrutements, parce que nous, on a... Vous le ressentez, même si vous avez envie d'avoir 50% de femmes... On progresse beaucoup. C'est difficile d'y arriver. Je vais vous donner quelques exemples. Nous, quand on recrute, par exemple, des techniciens d'intervention en service, c'est des pools sur le marché, si vous voulez, d'opportunités, où c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont candidats, moins de femmes. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut qu'en amont, on travaille quand même beaucoup avec les filières de formation, de façon à susciter plus de vocations techniques. Ce qui est votre cas chez les jeunes femmes. Chez Schneider Electric ? Oui, on le fait beaucoup. Alors, on le fait à la fois en encourageant l'apprentissage, on le fait également dans l'écosystème.
Moi, il se trouve que, par exemple, je suis également président du GIMELEC. Et dans la fédération donc, de ces fabricants de matériel électrique, on réfléchit à comment est-ce qu'on peut accélérer la formation de jeunes femmes dans des filières pour l'ensemble de ce métier d'électrification. Et on travaille d'ailleurs en écosystème. Enedis travaille beaucoup avec l'école des réseaux. Donc tout ça, c'est des efforts, on va dire, qui vont au-delà de l'entreprise seule et où on réfléchit en écosystème. Mais il y a beaucoup de travail sur ce sujet. Donc ça, c'est la diversité. Oui. Deuxième grand travail, et où on a signé une charte l'an dernier, c'est celle de l'emploi des seniors. Donc c'est au-dessus de 50 ans. Un de nos engagements, c'est de nous assurer que nos collaborateurs aient une discussion ouverte avec leurs responsables RH et leurs managers, de façon à réfléchir au type de carrière qu'ils veulent pour les années à venir. Voilà, parce qu'il faut vraiment qu'on Pourquoi puisse c'est offrir des important, choix. Laurent Bataille, de réfléchir justement et d'accompagner cette fin de carrière? Parce qu'en fait, tout le monde... Alors, c'est une fin à 50 ans, c'est pas encore la fin. On va dire une deuxième partie, de carrière. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout le monde n'a pas les mêmes attentes ni les mêmes besoins. Oui. Voilà. On a un certain nombre de collaborateurs pour qui l'attente et le besoin principal, ça va être le transfert de connaissances et de savoir-faire. C'est des gens qui ont une compétence pointue, qu'ils ont bâtie parfois pendant les 30 dernières années, et sur lesquels la transmission, elle va prendre 5 ans. Et donc, il faut, dans ce cas-là, quand c'est leur volonté, pouvoir partager, en discuter, de façon à les entourer des jeunes qui vont pouvoir apprendre d'eux. Donc ça peut être un parcours. Vous en avez, ils veulent simplement continuer des parcours verticaux, c'est-à-dire prendre encore plus de responsabilités, des plus grosses équipes, etc. Et il faut que ce soit bien identifié, de façon à ce qu'on s'assure qu'il n'y ait pas de biais dans nos décisions RH et qu'on continue de les considérer. Donc cette charte, c'est un engagement que vous avez signé, c'est-à-dire chaque collaborateur aujourd'hui qui passe les 50 ans chez Schneider Electric se verra accompagné, proposé d'une manière ou d'une autre. Exactement. Et avec des parcours qu'on a créés, enfin quand je dis des parcours, c'est des exemples de parcours, mais qui leur permettent de réfléchir effectivement à leur profil et où est-ce qu'ils se sentent appartenir, entre guillemets, où est-ce qu'ils voudraient orienter leur carrière. Et ça, le fait d'avoir cette conversation de façon explicite, c'est un grand progrès. C'est déjà un progrès. Le temps passe extrêmement vite, il reste 1 minute. Juste un point, j'ai vu aussi que vous aviez beaucoup investi sur la prévention. Vous avez réussi à réduire, je crois, le nombre d'accidents de travail. Je ne sais pas, je n'ai pas le chiffre exact. De combien? Je crois que c'est assez impressionnant ces dernières années. On va dire dans les 4 dernières années, on a divisé par 2. Oui. Moi, ce qui me tient vraiment à cœur, parce que l'essentiel de nos accidents, historiquement, ont lieu dans nos usines. Et là, il y a vraiment une amélioration continue dans les dernières années, moi que je trouve remarquable. Je dirais aujourd'hui, notre focalisation, elle est sur 2 autres environnements. La vie de chantier, on a un certain nombre de nos opérateurs qui en fait vont sur site, soit au moment du commissionnement d'une nouvelle installation, soit pour faire des services. Et là, c'est des environnements qui sont moins maîtrisés. Un chantier, il y a beaucoup de monde qui va dessus, etc. Donc pour nous, ça reste un point d'attention majeur. Deuxième gros point d'attention, c'est tous les personnels dans le tertiaire, et en particulier au moment des transports. On continue d'avoir une exposition aux accidents de transport. C'est là où vous faites attention. Exactement. En 20 secondes, parce que je voulais vous la poser aussi, celle-là. On en a parlé dès le début, Schneider Electric. On dit souvent que vous aviez 15 ans d'avance sur ce sujet de la transition environnementale. Comment vous allez la conserver, cette avance? Alors, en travaillant très dur. Non, je pense que c'est effectivement... il y a eu une très, très forte intuition au début des années 2000 et beaucoup portée par Jean-Pascal Tricoire et ensuite l'ensemble des équipes. Aujourd'hui, de plus en plus, on voit que c'est des réponses technologiques. Donc, il faut apporter des solutions et à grande échelle. Et on travaille d'arrache-pied à rendre nos solutions plus faciles à mettre en œuvre et encore plus efficaces de façon à résoudre cette équation énergétique. Merci Laurent Bataille d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans Smart Impact. Je rappelle, vous êtes le président de Schneider Electric France. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. On termine cette émission par la bonne idée du jour. Manon Panucco, cofondatrice de Pimp Up, nous accompagne. Bonjour Manon. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Impact. Depuis 2021, vous tentez de lutter contre le gaspillage alimentaire directement au stade de la production en proposant des paniers anti-gaspi. Vous diriez, Manon, qu'une des principales causes du gaspillage alimentaire aujourd'hui, c'est la sélection des produits, c'est ça? Ça joue un grand rôle au niveau du gaspillage alimentaire qui a lieu chez les producteurs, effectivement, parce que tous les produits qui sortent du cadre, qui sont trop gros, trop petits, ou qui tout simplement sont en surplus, n'arrivent jamais dans nos magasins.
Donc c'est un impact majeur effectivement aujourd'hui. Combien de tonnes de nourriture justement sont jetées selon vous, est-ce qu'on a des chiffres à cause de ces critères-là de beauté finalement? Oui, on peut découler sur les chiffres. Il y a 10 millions de tonnes qui sont gaspillées en France chaque année, et en fait c'est plus de la moitié qui sont gaspillées avant que la nourriture arrive en magasin. Et donc parmi tous ces produits-là qui sont gaspillés avant qu'ils arrivent en magasin, il y a les fruits et légumes dits moches. Voilà. Nous on les appelle pas trop comme ça, mais il y a aussi ça. Et c'est entre 500 et 1 million de tonnes. Enfin, c'est vraiment démentiel. Assez difficile à chiffrer aussi parce que très caché. Mais donc, c'est un impact majeur parce que chaque kilo sauvé nécessite de l'eau pour sa production et dégage aussi du CO2 pour la production. Et donc, en gâchant des produits, on ne valorise pas ces produits-là qui ont été émis, quoi. Est-ce que les consommateurs aujourd'hui sont prêts à consommer ces produits dits moches, Désolée, on va le dire comme ça, mais en tout cas dits un peu moins beaux? Oui, clairement. Oui. Y a presque un effet un peu sympa qui change du quotidien. Et donc, oui, complètement. Nous, on a des abonnés qui commandent ces paniers-là toutes les semaines et qui font leurs courses avec exclusivement des fruits et légumes moches. Donc, comment ça marche alors? Vous dites faire leurs courses. Le client, il fait ses courses sur une application, c'est ça, sur un site internet marchand un peu comme les autres, comme quand on fait nos courses habituellement? C'est ça. On a gardé le côté sympa un peu du marché puisqu'on est en direct des producteurs. Et donc, ça, c'est vraiment important pour nous. Ça nous permet de bien les rémunérer. Et donc, les clients, ils vont sur notre site internet, pimpup-antigaspille.fr, et là, ils choisissent leur panier et ils paramètrent leur point relais de réception. Et ensuite, toutes les semaines, ils vont avoir un panier qui est livré et la possibilité de sauter ou non des commandes. Et voilà, cette flexibilité-là, elle permet de... on peut adopter une solution pratique qui donne un certain engagement dans la transition écologique de manière très pratique, sans avoir le côté problématique que peut avoir un abonnement qui n'est pas flexible. Donc le consommateur, l'intérêt pour lui, c'est le prix d'abord, avant tout, oui. C'est le combo engagement écologique d'une petite solution, un prix qui est moins cher qu'ailleurs et le côté sympa parce qu'il y a de la variété, c'est des produits de saison, de qualité, ultra bons en goût qu'on ne trouve pas forcément ailleurs en supermarché. Donc c'est ce combo d'avantages-là qu'on ne trouve pas dans d'autres solutions. Sur la question des prix, comment vous les fixez? Parce que si c'était des produits qui étaient destinés à être jetés, comment vous vous mettez d'accord avec les producteurs? On leur demande quel est leur prix et on s'aligne au moins sur leur prix pour qu'ils trouvent une certaine rentabilité dans la vente de ces produits. Parce que bien que biscornus, ils ont une valeur et surtout ils ont nécessité un coût de ramassage, du temps passé. Et donc pour nous, c'est important de non seulement les valoriser et les sauver du gaspillage, mais que le producteur s'y retrouve. Autrement, la démarche pour nous manque d'impact social, quoi. Donc voilà, ils s'y retrouvent comme ça. Avec combien de producteurs vous travaillez aujourd'hui, Manon? Avec plus de 150 producteurs dans la région Occitanie. Et vous avez des objectifs d'en avoir plus dans les années à venir? Complètement. On a pour ambition de sauver 1 million de tonnes d'ici 2035 de nourriture du gaspillage. Et donc, ça nécessite effectivement de se faire connaître par tous les producteurs français. Et plus que des fruits et légumes et des œufs, mais aussi tous les autres types de produits qu'on peut manger chaque semaine. Très, très rapidement, en 10 secondes, qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui de vos concurrents sur ce secteur de l'anti-gaspi? Nous, on va être vraiment en circuit court. C'est la rémunération juste des producteurs, c'est la diversité des produits. C'est ce format aussi de commande qui est un peu pratique avec de l'abonnement. Les prix moins chers. Après, c'est vrai qu'avec tous les confrères anti-gaspi, on est des confrères, on n'est pas vraiment des concurrents. C'était bien de le préciser. Merci beaucoup, Manon Panuco, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous êtes la cofondatrice de Pimpup. Merci beaucoup d'être venue nous voir aujourd'hui dans Smart Impact. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous retrouverez bien sûr très vite Thomas Hugues à la présentation de ce rendez-vous. Moi, je vous dis à très vite sur Bismart. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao.